Le tout premier invité de ce soir est avec nous, Eric Kamba. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabien. Vous êtes détenteur d'une licence en sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa et après, plutôt de Lubumbashi, excusez-moi le lapsus, vous êtes allé poursuivre les études aux États-Unis à Boston, University Boston, et vous avez obtenu plusieurs titres académiques dans un certain nombre de disciplines. Vous êtes à la tête de CDC, CDC qui est Congolese Development Center ou Center comme disent les Britanniques, et vous avez créé une dynamique, un think tank en faveur du Congo pour justement faire la diplomatie des couloirs, cette diplomatie informelle, parce que vous avez un carnet d'adresses sur le vieux continent et également aux États-Unis d'Amérique. Dites-nous concrètement, on part d'abord des Davos en Suisse. Vous avez suivi le président Tshisekedi qui répondait à une question d'une Rwandaise, je ne sais pas si elle est journaliste. Le président lui-même, il a essayé bien d'utiliser une figure de style. Il a dit, si vous êtes rwandaise, parce qu'elle était moins informée, et puis elle a posé une question avec beaucoup d'incohérence, avec des affirmations gratuites sur la feuille de route de Luanda et le processus de Nairobi. Vous avez suivi le président, le problème de la région des Grands Lacs, c'est le Rwanda, donc le régime de Kagame. Votre réaction la plus rapide? Exactement, M. Fabien, merci beaucoup pour cette question-là. Le président, en fait, s'était très bien exprimé. Il a pointé du doigt. En fait, il reprend ce qu'il avait fait à l'ONU quand il a montré devant ses collègues présidents que le problème d'aujourd'hui, c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame avec ses ambitions expansionnistes qui veut à tout prix que cette guerre perdure parce que les richesses qu'il tire du Congo nourrissent le Rwanda. C'est en fait, s'il veut toujours privilégier la diplomatie, je vais parler du président de la République, Félix Tshisekedi, Monsieur Kagame, dans un premier temps, ils s'entendent sur un fait et il fait autre chose. Donc c'est lui qui ne veut pas que cette guerre se termine. C'est en fait quelque chose que nous connaissions depuis de longues années. Justement, tout en gardant l'option militaire sur la table, opérationnelle, diplomatiquement, maintenant, il n'est pas en train de plaider qu'ils s'entendent avec le Rwanda, mais il plaide pour des sanctions, même si les destinataires de ce message ont une âme dure en fer, en pierre. Mais lorsque vous regardez cette offensive diplomatique, l'image de Kagame du Rwanda, apparemment, est-ce qu'elle est ternie sur le plan international? À Davos, les grands se retrouvent, on parle affaires, on parle économie, finance, on parle aussi, par moments, environnement. C'est la guerre en Ukraine, c'est aussi les conséquences de cette guerre sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et sur le plan énergétique. Mais le Congo également, Tshisekedi le fait inviter à Davos. Vous avez suivi dans les panels, il a répondu aux questions. L'image du Rwanda est-elle ternie par cette offensive diplomatique de Tshisekedi? Monsieur Fabien, en quelque sorte, oui. Mais, sans faire du boniment, disons les choses clairement. Exactement. Vous habitez aux États-Unis. Kagame, c'est un enfant choyé des Américains. Il a réussi à vendre le génocide rwandais de 1994 au monde. Parce que lui, son fonds de commerce, c'est que, écoutez, le Rwanda connaît un génocide que nous connaissons tous, qu'il y avait plus de Hutus en fait, parce que le fameux génocide, soyez la population du Rwanda qui est composée de Hutus, Tutsis et les Twa, et que ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que dans ce génocide-là, il y avait beaucoup plus de Tutsis qui étaient morts que les Hutus, alors qu'il y a des études qui ont été faites là-bas, compte tenu de la population, c'est plutôt le contraire, c'est beaucoup
plus de Hutus qui étaient morts. Mais Kagame s'est servi de ce prétexte-là pour acheter les consciences de la communauté internationale. Donc c'est comme ça qu'il est supporté. Il est supporté par les Américains, par les Anglais, par les Français, etc. Et qu'est-ce que les Anglais, les Américains lui doivent? Bon, qu'est-ce qu'ils lui doivent concrètement? Dans cette histoire de... Pour l'avoir envoyé abattre l'avion d'Abiyarimana? Exactement. Si vous avez lu les travaux d'un Français, mais bien sûr que les Français ont changé leur position aujourd'hui pour ne pas poursuivre cette histoire de Kagame. Il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de faits qui étaient établis que l'avion qui a mené Abiyarimana a été abattu par le FPR de Kagame. Mais je crois que d'autres pays se reprochent, si vous voulez répondre à votre question, tous les pays qui avaient contribué, parce que les missiles, là, pour lancer les missiles ne venaient pas du Rwanda, ils devaient venir de quelque part. Les missiles qui ont tué, qui ont abattu cet avion, ce n'était pas fait au Rwanda. Donc, tout le monde qui avait peut-être participé à cette opération-là. Donc, ils ont une dette morale. Ils ont une dette morale. Il ne faut pas que le poulain puisse crever l'abcès. Il ne faut pas qu'il ait ventre les boas, sinon ils vont se retrouver tous dans la graisse du boa. Exactement. D'où il faut l'amadouer, lui donner ce qu'il demande. Oui. Même les massacres des Congolais, les génocides des Congolais, il faut passer l'éponge, tout simplement parce que c'était un instrument. Oui, c'est-à-dire que ceux qui l'ont supporté, c'est à qui il a vendu cette affaire de génocide. Ben, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils le supportent de cette façon-là. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le président, il était très important que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse faire ce qu'il avait fait à la tribune des Nations Unies, c'est-à-dire pointer du doigt. C'est très rare de voir ce genre de choses lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, un président qui pointe un autre président comme ça, et que c'est celui-là qui fait la guerre, et qui demande même à ce qu'on puisse montrer les rapports de l'ONU, parce qu'il y a beaucoup de rapports qui ont été écrits, qui sont toujours dans les couloirs de l'ONU là-bas, les rapports tels que Mapping Report, qui détaillent avec précision ce qui était arrivé lorsque les Hutus, enfin, lorsque Kagame avec ses hommes avait envahi le Congo durant toutes ces guerres. Alors, pourquoi l'ONU, à son tour, couvre le régime de Kagame en gardant l'intégralité, en cachant l'intégralité aux prisonniers, justement, les textes entiers de tous ces rapports? On vous donne juste des annonces. Non, mais les rapports sont là. Nous avons eu accès à ces rapports mapping. Le rapport mapping est là. Parce que la difficulté que le Congo a eu, que nous avons eue, c'est que nous n'avions pas la tête. Parce qu'en fait, en tant que groupe de pression, nous pouvons faire de pression. Nous avons marché, je ne sais pas si vous avez ces bandes vidéo là, il y a des Congolais de la diaspora de partout, surtout des États-Unis. Nous avons marché devant l'ONU, nous avons fait trop de bruit, et surtout quand les rapports mapping étaient sortis, qui détaillaient tout. Tous les éléments sont là. Mais le récent rapport des experts de l'ONU, vous avez eu accès à ce rapport dans son intégralité? Oui, le rapport est là, je peux vous le trouver, je crois que des copies sont là. Mais ce qui est important, c'est que en tant que groupe de pression, vous pouvez parler, vous pouvez manifester. Mais c'est le pays, c'est le gouvernement. Donc, on parle de la diplomatie maintenant. Donc si le gouvernement, par exemple, ce que monsieur le président avait fait, c'était déjà quelque chose de grand, d'énoncer un autre président dans une assemblée comme celui-là. Et pour répondre à votre question, ça déjà, ça avait fait déjà ternir l'image de Kagame. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut faire beaucoup, il faut faire plus parce que c'est un enfant vraiment choyé. Alors, avant de poser l'autre question, je voudrais que vous nous fixiez comme groupe de pression, CDC, et après CADA. CADA qui signifie... Congo Action pour la diplomatie agissante.
Très bien, une diplomatie des couloirs. Ouais. Quel est votre carnet d'adresses? Ce n'est pas un secret, dites-nous concrètement, au niveau des... Dans les sphères décisionnelles américaines, quel est votre carnet d'adresses? En fait, je partirai d'abord de CDC, que nous dirigeons, qui est le Centre congolais pour le développement. C'est une structure qui s'occupe de l'encadrement et de l'orientation pour, dans la perspective de l'intégration de migrants. Je parle ici des migrants réguliers. Et à ce titre, nous sommes supplétifs du gouvernement américain. Un sous-traitant du gouvernement américain. Exactement. Alors, c'est ce travail-là qui nous donne accès à l'entrée aux dirigeants, aux autorités et personnalités américaines, tant au niveau local que national. C'est un carnet d'adresses très utile pour le Congo, Action pour la diplomatie agissante. Avant de voir son importance ou son utilité, au niveau des États clés, des sphères décisionnelles, ceux qui font, les bandits qui sont derrière les Américains, plutôt les Rwandais, sont des multinationales appuyées par des politiques. Et vous savez qu'au Capitole, c'est l'influence. Au Capitole, c'est aussi les zones d'influence qui découlent de tel ou tel milieu financier. Qui pouvez-vous voir réellement? Où est-ce qu'on doit toucher? À quelle porte frapper aux États-Unis pour pouvoir faire bouger les lignes? Non, mais il faut voir tout le monde. Mais vous savez, pour revenir, pour vous aider notre audience à comprendre ça, vous savez, nous nous occupons des migrants réguliers. C'est très important, j'insiste. Les migrants qui viennent de partout d'ailleurs, hein, mais particulièrement des Congolais, dans 5 années, ces gens-là changent de statut, ils deviennent américains. C'est-à-dire qu'ils peuvent voter. Et ça, c'est très important parce que c'est un gisement électoral pour tous ces gens dont nous allons parler maintenant. Vous savez, pour avoir un poste de sénateur, pour être président de la République, il faut être voté. Et les votes, vous les trouvez où? Vous devez avoir votre constituant, les gens qui votent pour vous. Et la plupart de tous ces gens dont on allait parler, sénateurs, congressmen, gouverneurs, ils viennent dans différentes cités, dans différentes localités, chercher de voix. Et quels sont les milieux qui vous... En fait, quel est le parti qui vous séduit beaucoup plus ou qui vient plus vers vous? Démocrate, républicain? Non, nous servons tout le monde. On ne prend pas parti. Et les démocrates viennent. Si vous voyez dans ce que je vous ai envoyé, nous avons travaillé personnellement comme volontaire dans la campagne d'Obama, du président Obama, du gouverneur Patrick Duval, de celui qui est maintenant à la Maison Blanche, Biden, mais aussi nous avons des relations avec Donald Trump. Les républicains viennent aussi. Celui qui vient de sortir, qui était gouverneur de l'État de Massachusetts, Charlie Baker, c'est un républicain. Mais il vient d'être battu par une femme, dont vous avez l'image, Maura Healey, qui vient de passer gouverneur en ce moment-ci. Donc tout le monde vient faire son discours, présenter ce qu'ils veulent faire pour la cité, pour l'État ou même pour le pays, et ils sont le bienvenu. Et voilà, comme ces réfugiés-là, qui étaient hier réfugiés, qui sont devenus américains, qui peuvent voter, ben, ils choisissent de voter. Ils ont l'information qu'il faut au sujet de ces gens-là, et ils peuvent voter librement. Alors, est-ce que vous avez des entrées ou des contacts avec les 3 sénateurs, principalement le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, qui se montre un défenseur du Congo et qui plaide pour l'arrêt des soutiens de Washington au régime de Kagame, et également qui plaide pour qu'on prenne des sanctions. Il a écrit plus d'une fois à Blinken. Est-ce que vous avez des contacts, eux au niveau informel et au niveau formel,
avec ces sénateurs-là, ils sont à 3 qui sont également très actifs pour le Congo. Non, on a la lettre d'abord, et on a écrit, on a envoyé cette lettre-là ici. En fait, de quoi il s'agit? Il y avait, c'est-à-dire qu'il y avait une loi publique qui a été votée aux États-Unis là-bas, comme quoi le M23 par exemple, qui dérange le Congo et tout ça, devait être puni. Et même ceux qui soutiennent M23, le Rwanda donc, devaient être punis. Alors ces sénateurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit une lettre pour demander au secrétaire d'État où il en était avec cette lettre-là, où sont les sanctions. Et nous, qu'est-ce que nous avons à notre place? Nous avons eu en fait une réunion virtuelle, parce qu'on ne pouvait pas les voir à cause de Covid. Nous avons des images, nous avons des trucs que nous pouvons vous donner. Nous avons demandé d'abord à nos sénateurs, parce que nous sommes Congolais, et ça nous intéresse au premier plan. Et nous avons encouragé ces sénateurs-là à continuer les pressions. Et nous avons même demandé une audience pour voir le secrétaire d'État, mais il était beaucoup plus en déplacement pendant ce temps-là. Et nous comptons toujours le voir pour faire le suivi de la lettre-là, parce que nous sommes avec ces sénateurs-là qui ont demandé les sanctions contre le Rwanda, en fait. Oui, il faut garder contact avec eux, les soutenir davantage, les motiver et les encourager dans leur démarche. Il ne faut pas les abandonner et rester dans la recherche voilà, d'autres intérêts. Je reviens à ma préoccupation, M. Kamba. De manière traditionnelle, diplomatiquement, de manière informelle, ce que vous appelez diplomatie des couloirs, qui est efficace, à quelle porte toquer aux États-Unis? Bon, mais... à quel niveau? Nous toquons, vous savez... pour faire bouger les choses. Nous avons, par exemple, écrit à l'ONU... Je parle des zones d'influence. L'ONU, c'est comme un petit oiseau dans la main de gros contributeurs. Je parle de grandes zones d'influence. L'ONU, J'en arrive. Oui. Nous avons écrit au département d'État, nous avons écrit au Congrès américain. D'ailleurs, c'est très facile pour nous de demander les audiences, de les contacter avec toute question que nous avons. Nous avons demandé, nous nous sommes indignés de ce qui s'est passé. L'embargo, on utilisait une forme subtile pour cacher le terme embargo, mais ils disaient que c'est la notification, etc. Nous leur avons fait voir que c'était injuste qu'un pays soit agressé, d'une part, et que d'autre part, le pays ne puisse pas se défendre. Nous avons même montré comment, ici aux États-Unis, nous avons le Second Amendment qui fait qu'on peut porter l'arme pour se défendre. Mais le Congo n'a pas tout ça. Et ben voilà, nous toquons aux portes des sénateurs. Ils sont vraiment ouverts, ils sont prêts à travailler avec nous. Nous travaillons avec eux, nous leur donnons l'information correcte. Et d'ailleurs, à cet effet, je ne sais pas si vous avez cette question, il y a ce sénateur Bouzman que je ne connais pas, mais j'ai vu son Twitter l'autre fois. C'est lui qui a déclaré, qui a écrit sur l'Internet, dans la toile, qu'il faut chercher un statut. Il a écrit, il ordonne à l'ONU de chercher un statut aux zones dites tampons. Là. Oui. Concrètement, ce monsieur-là, ce rêveur-là, vous le connaissez personnellement? Non, mais donc, à mon retour ici, vous savez, ça peut être un sénateur de je ne sais quel coin. Les États-Unis, c'est qui bouffe dans les Kagame Pi au Congo, par exemple. En tout cas, à entendre sa déclaration ou à lire ce qu'il a écrit, ça se voit que c'est quelqu'un comme ça. Mais contrairement à ce que M. Bata, le deuxième vice-président de l'Assemblée générale, il était dans l'Assemblée nationale. Voilà. Il était dans tous ces États. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aborder une démarche un peu différente. Nous allons, de notre retour, chercher ce sénateur-là, le rencontrer, causer avec lui, lui donner l'information exacte, peut-être qu'il n'a pas, et lui faire voir peut-être que ce qu'il a dit, vous voyez pourquoi la suspicion, vous voyez ce qui dérange le Congolais, voir un monsieur dire que le Congo doit oublier les zones occupées
il faut même penser déjà... Que l'armée est incapable de récupérer, ça, c'était vraiment, c'est moqué les de nos zones armées. occupées. Ouais. Et ça, c'est extrêmement grave pour un soi-disant parlementaire. Il est démocrate ou républicain? Je ne sais pas, j'ai lu ça sur Twitter, mais je vais le chercher, c'est très facile. Je vais le chercher il faut et je vous vérifier. tiendrai au courant. Mais c'est que nous Est-ce avons... qu'il n'était pas dans un état d'ébriété, Ça, je ne sais le d'ébriété dire. mentale? Mais ce qui est bien, c'est que si nous lui donnons l'information correcte, nous pensons qu'il n'a pas l'information correcte. Si nous le gagnons, je crois que nous aurons gagné. Il doit avoir peut-être d'autres gens aussi derrière lui. Justement. Donc, il faut le gagner, il faut lui donner l'information qui lui manque. Si je comprends bien, les grandes décisions se prennent au Capitole, entre Capitole et Maison-Blanche. Donc, il faut être omniprésent dans les couloirs du Capitole. Exactement. Sans oublier les gouverneurs de quelques États influents. Ouais. Mais les milieux financiers, est-ce que vous savez les localiser, ces milieux qui sont derrière les pillages ou dans les pillages dont le sous-traitant est Kagame? Mais il y avait même, on a travaillé avec toujours ces sénateurs, beaucoup de sénateurs auxquels vous faites l'allusion là. Il y avait même une loi qui était sortie, que nous avons soutenue, une loi un peu semblable à la loi qui a été votée quand, je crois qu'au Sierra Leone, quand il s'agissait du diamant, là où on employait les enfants, etc. Le sénateur ont sorti une loi pour contrôler un peu la source de tous ces gens qui sortent le cobalt au Congo, les minéraux du Congo. Donc, nous avons encouragé cette loi-là pour que, peut-être avec ça, ça doit freiner un peu les multinationales. Mais il y a beaucoup de multinationales. On ne sait pas même faire une liste de toutes les multinationales. Il y en a tellement nombreux qui sont à l'est là-bas et qui font du n'importe quoi. Est-ce que l'opinion américaine, je parle des citoyens américains ou ceux qui habitent les États-Unis, est-ce qu'ils savent que Kagame et son pays, son armée, soutenus avec l'argent du contribuable américain, il est en train de massacrer au Congo, ça fera bientôt 30 ans. Est-ce qu'ils savent qu'on viole les femmes au lieu de donner les prix à des individus? Est-ce qu'ils savent qu'on pille les richesses? Le café pour lequel le Rwanda a signé des contrats avec une société américaine, je ne cite pas son nom ici, est-ce qu'ils savent que c'est un café du sang, c'est le cacao du sang? Est-ce qu'ils savent tout ça? Malheureusement, non. Je vais vous surprendre. Ils ne savent pas, vous savez, les États-Unis, mais c'est un très bon pays. Hein. C'est pourquoi nous. Je ne suis pas dans les louanges de. Non, je vais vous aider à comprendre ça. Oui. C'est très difficile de comprendre les États-Unis. Les États-Unis, c'est un bon pays, tu as tout le monde. Tout le monde est là, tout le monde qui peut vous écouter, tout le monde qui peut supporter votre cas. Il faut seulement expliquer votre cas. Ça peut tomber dans les oreilles de bonnes personnes. Ce que nous comptons faire, d'où le travail de la diplomatie de couloir dont je vous parle. Nous comptons dans les jours qui suivent, en fait, faire un film, intéresser Hollywood, parce que c'est le langage que l'Américain comprend. Faire un film de tout ce qui s'est passé, je crois qu'il y a même déjà un film, mais faire la promotion, faire ce genre de films, beaucoup plus de films, parce que là, beaucoup d'Américains ont accès à ça, ils vont se faire l'idée de ce qui se passe. Donc il faut aller à Hollywood, en Californie. Il faut contacter les gens. C'est-à-dire que parmi les choses, on écrit, on fait des conférences, on contacte les gens, on fait des réflexions, mais n'oubliez pas aussi... tourner des films. Il faut aussi tourner des films. Mais beaucoup de films ont été tournés sur les massacres au Congo, le calvaire, les richesses qu'il y a. Ça épate tout le monde, mais est-ce qu'il faut seulement attendre à Hollywood pour qu'on touche l'opinion américaine? Que font nos diplomates à Washington et à New York? Par Gatter qui était incisif, Balouin était allé en Chine, il était aussi beaucoup comme moine au monastère, mais il y a une dame qui vient d'être là, oui, malgré le poids de l'âge, peut-être bientôt 80 ans, mais est-ce que nos diplomates donnent des informations à des médias qui ont pignon sur rue aux États-Unis?
Ok, parlant de l'information de la crise humanitaire, les massacres, les pillages. Parlant de Movie, par exemple, je n'ai pas dit que c'était seulement le seul moyen, mais c'est un des moyens. C'est un moyen en plus que nous pouvons faire passer le message, que nous pouvons faire entendre notre voix, que nous pouvons faire passer, faire savoir nos souffrances, etc. Bon, s'agissant des diplomates que nous avons, c'est comme je dis l'autre fois, moi je pense qu'il faut leur donner le temps de faire ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est votre opinion. C'est Leur mon donner opinion. du temps. Mais le président n'attend pas d'avoir du temps. Il est incisif à Davos, partout où il est incisif à Londres. Vous sentez qu'il est au front. Mais ce qu'il dit n'est pas relayé. Le gouvernement, oui, il le fait. On le sent. Mais les diplomates devaient être incisifs. On dit, Landa Moulongo, suivez les guides. Il y a quand même un souci là. Qu'est-ce qui se passe? Non, le travail de fond doit être fait. Ils ne maîtrisent pas la langue de lieu. Oui, mais c'est ce que je dis. La visibilité, il faut poser le problème. Si vous ne le posez pas, les gens ne savent pas ce qui se passe. Donc il faut expliquer ce qui se passe, il faut contacter, les officiels, ils doivent contacter leurs homologues ou camarades américains, il faut passer sur des chaînes de télévision. En fait, le partenariat que nous cherchons avec le gouvernement, c'est pour faire ce genre de choses. Nous pouvons parler au nom du gouvernement, même si nous faisons aujourd'hui la diplomatie de couloir, mais il faut, à un moment donné, passer dans les chaînes de télévision, comme vous avez dit, CNN, il y en a tout. Expliquer le problème du Congo, et expliquer, il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut désigner l'agresseur, et voilà comment ce problème-là va être résolu. Alors, la diplomatie traditionnelle, la diplomatie officielle, est-ce que vous, à part quelques atouts qui ont été notés, on n'y revient pas, quelles sont les principales faiblesses? Ok, je peux dire c'est l'insécurité à l'Est. Ça, quelle que soit la façon dont vous regardez ça, le fait qu'il y a toujours la guerre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut trouver qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours cette guerre qui continue, qui dure des années, bientôt 30 ans. Qu'est-ce qui fait que cette guerre ne s'arrête pas? Qu'est-ce qu'il faut faire qui soit différent de ce qu'on a toujours fait? Parce que ce qu'on fait toujours ne semble pas marcher. Est-ce qu'il faut expérimenter, essayer de nouvelles expériences, de nouvelles idées, des idées innovatrices? Donc c'est l'ensemble de ces choses-là que nous avons mis à la disposition du pays pour s'en servir. Voilà. Vous avez noté beaucoup d'avancées, beaucoup de performances, les résultats à l'ONU. Aujourd'hui, l'image, les gens commencent à comprendre que l'Afrique a un autre Hitler, Kagame. Les artistes et musiciens ont beaucoup concouru à ça. Les gens commencent à comprendre ce qu'il fait. Mais vous avez dit que tant que la guerre n'a pas pris fin, il faut continuer, il faut changer d'approche. Et merci d'apporter votre part des contributions à ce qui se fait déjà. Vous êtes à Boston, bientôt avocat sur place parce que vous terminez en droit. Vous avez eu d'autres disciplines, à peu près 3-4. Chez vous, ça permet de faire autant de disciplines scientifiques parce que le contexte le permet. Et la CDC est le socle de la CADA. On vous souhaite bonne chance et surtout, battez-vous pour le Congo. Merci beaucoup. Eric Kadima, je vous remercie. Eric Kamba. Plutôt, Eric Kamba, il y a les cas. Eric Kamba, je vous remercie d'être venu. Autant que vous êtes là, je sais qu'il faudra voir M. Lutundula. Dans quelques instants, le second invité de ce soir.